Que ce soit Facebook ou les gouvernements, nous sommes constamment sous surveillance. Que ce soit pour nous proposer des publicités de plus en plus personnalisées ou pour s'opposer au terrorisme, parfois comprendre la différence entre les deux peut être compliqué. Privacy means people know what they're signing up for in plain English. And some people want to share more data than other people do. Ask them. Ask them every time. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center. No, I don't think Mr. Snowden was a patriot. If a business is built on misleading users, on data exploitation, on choices that are no choices at all, then it does not deserve our praise. Apple has every incentive to use their dominant platform position to interfere with how our apps and other apps work, which they regularly do to preference their own. Many people I've talked to have mentioned that they're careful about what they type into search engines because they know that it's being recorded, and that limits the boundaries of their intellectual exploration. Le 11 septembre 2001, à 8h46, l'avion détourné par des terroristes lors du vol 11 d'American Airlines percute la tour nord du World Trade Center à la vitesse de 590 km/h. 9h30, l'avion du vol 175 de United Airlines percute cette fois la tour sud. 9h59, la tour sud du World Trade Center s'effondre et à 10h28, la tour nord s'effondre à son tour. Cette tragédie fit plus de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Dans cette partie de la vidéo, je vais raconter les dérives politiques qu'ont amené les attentats du 11 septembre. Cette dérive a mené à la création du Patriot Act, une loi consistant à décupler les pouvoirs des agences américaines. L'objectif, renforcer la sécurité nationale en augmentant les pouvoirs des services d'intelligence, facilitant ainsi la surveillance de personnes suspectées de terrorisme. Lors de cette époque de crise, la loi est adoptée quasiment à l'unanimité, bien que la plupart des élus confient avoir omis de lire les textes. Concrètement, ces textes autorisent les agences comme le FBI à aider la CIA à surveiller les communications sur l'Internet, à effectuer des écoutes téléphoniques ou même à accéder à des bases de données informatiques sans mandat en preuve d'un lien avec une enquête terroriste. À l'origine, elle devait prendre effet pendant 4 ans seulement comme une sorte d'état d'urgence, mais elle a été modifiée au fil des années pour être reconduite en 2005 et perpétuée en 2006 la quasi-totalité des articles. À l'époque, la réaction des Américains est partagée entre ceux qui déclarent avoir de toute façon rien à cacher et ceux qui voient une atteinte aux libertés individuelles. Parmi ceux-ci, il y a une personne qui se révoltera en dévoilant l'ampleur de cette surveillance. My name is Edward Snowden. I go by Ed. O-W-D-E-N. Edward Snowden a 18 ans lorsque les attentats du 11 septembre vont avoir lieu. Comme tout le monde, ce jour-là va le marquer et il va décider de s'engager dans l'armée en 2004. Il va devenir expert technique auprès de la CIA de 2007 à 2010. Et ensuite, il devient un des principaux techniciens et experts en cybersécurité dans l'organisation. Il voit défiler devant lui tout un tas d'informations secrètes qui lui donnent froid dans le dos. En fin 2009, il envisage de quitter son poste et de devenir un lanceur d'alerte et de révéler au monde les secrets dont il avait connaissance. Mais il reste dans l'espoir que le nouveau président des États-Unis, Barack Obama, respecte sa promesse électorale et arrête les abus en matière de sécurité nationale. Mais il est ensuite devenu clair qu'Obama ne se contenterait pas de perpétuer ces abus, mais que dans bien des cas, il allait en élargir les champs. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas attendre qu'un dirigeant règle cette question. Ce que je constatais a commencé à me déranger. Je pouvais voir en temps réel des drones surveiller des gens, dans le but éventuel des tuer. Je pouvais observer des villages entiers et ce que tout le monde y faisait. Je regardais la NSA suivre les activités des gens sur Internet pendant qu'ils tapaient sur leur clavier. J'ai pris conscience du degré d'intrusion des États-Unis. Je me suis rendu compte de la véritable ampleur de ce système et personne ou presque n'était au courant de ce qui se tramait. De 2010 à 2011, il travaillait pour la NSA au Japon, National Security Agency. L'agence nationale de sécurité américaine est la plus grande agence de renseignement au monde. À partir de 2011, il travaillait pour Buzz Allen Hamilton, un prestataire de services à la défense américaine, et ses tâches sont définies par la NSA. Il y assiste de grands groupes technologiques comme Microsoft à la mise en place de systèmes de sécurité et de données technologiques exploités par diverses agences du gouvernement américain. Il consacre une grande partie de l'année 2012 au téléchargement de fichiers compromettants dans le but de les révéler au monde entier. En mai 2013, il demande 2 semaines de congé et s'enfuit sachant qu'il sera poursuivi. À Hong Kong, depuis sa chambre d'hôtel, il contacte via un service de messagerie chiffré 2 journalistes du Guardian, Laura Poitras et Glenn Greenwald, afin de rédiger l'un des articles les plus sombres dans l'histoire du gouvernement américain. Le 6 juin 2013 à 11h05, le premier article du Guardian est publié. Le lanceur d'alerte, Edward Snowden, est né. And this Fox News alert as well, a bombshell report this morning that the National Security Agency has been collecting phone records for millions of Americans under a top secret court order.
Il révèle que la NSA collectionne chaque jour les relevés téléphoniques de millions de clients de Verizon, un des plus grands opérateurs téléphoniques des États-Unis. L'arrêt ultra confidentiel fourni par Snowden impose à Verizon de fournir à la NSA les informations de tous les appels transitant par ces réseaux, que les auteurs de ces appels soient suspectés de terrorisme ou non. Selon le document, les données collectées sont la date, l'heure, l'appelant, l'appelé, la durée de l'appel, l'appareil utilisé et le lieu de l'appel. Plus tard, on apprendra que le traité ne s'applique pas seulement à Verizon, mais aussi à tous les principaux opérateurs cellulaires du pays. Un autre document montre que sur une période d'1 mois, en mars 2013, une seule unité de la NSA a récolté les données de plus de 3 milliards d'appels téléphoniques aux États-Unis. Bien que la porte-parole de la Maison-Blanche tentait de défendre ce traité en expliquant qu'il était essentiel à la lutte contre le terrorisme, l'article a eu l'effet d'une bombe. Mais ce n'était que le début d'une longue série d'articles révélant le programme de surveillance mis en place par la NSA pour abolir toute vie privée. Satellites, câbles optiques sous-marins, réseaux téléphoniques, tout cela est intéressant, mais ça vise principalement le territoire américain. Pour pallier à ça, la NSA a mis au point une solution en or, PRISM. C'est le nom du programme pilier de cette surveillance de masse. Son rôle est de s'assurer que toute communication par voie électronique entre les habitants de la planète soit collectée, conservée, contrôlée et analysée. Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle vient de l'agence elle-même. La stratégie, se servir directement de la base de données des sites sur lesquels vous allez tous les jours, et ça tombe bien, ils sont tous américains. C'était le rôle de Snowden chez Buzz Allen Hamilton, créer de sortes de portes dérobées pour alimenter les récoltes de PRISM. À ce poste, j'étais aux premières loges pour constater que l'appareil d'État américain, en particulier la NSA, travaille main dans la main dans le secteur privé des hautes technologies pour obtenir un accès complet aux communications des individus. Je me suis rendu compte qu'il était en train de bâtir un système dont le but était l'élimination de toute vie privée à l'échelle de la planète, pour faire en sorte que personne ne puisse plus communiquer par voie électronique sans que la NSA soit en position de collecter, stocker et d'analyser ces communications. On parle de Microsoft, Google, Apple, Intel, Yahoo, Facebook, Skype, Zoom et j'en passe. Avec seulement 2 programmes de surveillance, elle confirme sa position de la plus grande agence de renseignement au monde. La NSA a réussi son objectif, rendre impossible toute communication, toute acte, transaction, toute vie électronique sans qu'elle en soit avertie. Si bien que l'agence note dans un document récolter trop de contenu pour pouvoir les digérer, traiter et stocker. Par contre, une question se pose. Quels sont ces contenus? Il y en a 2 types, les métadonnées et le vrai contenu. Les métadonnées sont une forme de description du contenu. Pour un email, ce sont l'identité de l'émetteur, du récepteur, la date, l'heure, le terminal utilisé ainsi que la localisation. Le vrai contenu, c'est le contenu. Là, on parle véritablement de la lecture de vos mails, de vos messages, de l'écoute de vos appels, du visionnement de vos photos stockées dans le cloud, de l'étude de votre historique. Il y a aussi un autre contenu que la NSA peut se permettre de créer elle-même, en activant par exemple le micro de votre cellulaire, même éteint, ou la caméra de votre ordinateur. Ces 3 types de contenus, il y en a peut-être un qui vous choque moins. Les métadonnées. Le gouvernement américain s'en est d'ailleurs servi comme défense en expliquant que la majeure partie de la collecte se concentre sur les métadonnées, comme si la surveillance de ces dernières n'était pas intrusive. Mais si un gouvernement peut analyser les gens que vous appelez, la durée des appels, les lieux où vous vous rendez, quand vous vous y rendez, à qui vous envoyez des courriels, avec qui vous textez, sur quel réseau vous traînez, il apprend énormément sur votre personne et sur celle qui vous entoure. Qu'apprend-on d'un homme qui appelle régulièrement une autre femme que la sienne tard la nuit, d'une femme qui appelle un centre d'avortement, d'un couple qui cesse de communiquer du jour au lendemain, d'un homme qui appelle une ligne de prévention du suicide? Avez-vous besoin du contenu de ces appels ou l'histoire s'est tracée seule dans votre tête? Si la majeure partie de la surveillance de la NSA se base sur les métadonnées, c'est parce qu'elles sont faciles à analyser car elles sont mathématiques et que ce type de surveillance leur offre un pouvoir immense. Alors, imaginez avec l'aide d'un programme comme une sorte de Google de l'humain, on pouvait faire une recherche dans le contenu associé à ces métadonnées. XKeyscore, c'est le programme qu'utilise l'agence pour collecter, traiter et rechercher ces données de surveillance. En une recherche, que ce soit par une adresse email, un nom, une adresse IP ou encore un numéro de téléphone, un agent de la NSA a accès à l'entièreté des contenus que l'agence a sur vous. Pour être assez large, un document affirme que ce dispositif couvre tout ce que l'usager ordinaire peut faire sur Internet. Avec une manipulation, il peut même regarder en temps réel votre navigation. Le tout sans preuve quelconque d'un rapport avec une enquête. Juste le remplissage d'un formulaire justifiant la surveillance. Moi, assis à mon bureau, je pouvais écouter n'importe qui. Vous, votre comptable, un juge fédéral ou même le président des États-Unis pour peu que je dispose d'un email personnel. Rien qu'avec votre nom d'utilisateur Facebook, il pouvait entrer dans vos informations les plus privées jusqu'à lire vos messages. Pour le mois de décembre 2012, on parle de 41 milliards de dossiers collectés. Dans ces dossiers, vos photos, vidéos, votre voix, messages, vos habitudes de fréquentation, opinions, pensées intimes, vos désirs et vos peurs. Les données reçues de certains sites peuvent représenter 20 terabits par jour, si bien que le programme de surveillance ralentirait l'Internet. I believe in the rule of law. I believe in the need to conduct investigations. But those investigations are supposed to be difficult for a reason. It's supposed to be difficult to invade somebody's privacy because of how intrusive it is, because of how disruptive it is. I've noticed a really interesting discussion point, which is that what people used to call liberty and freedom, we now call privacy. And we say,
in the same breath that privacy is dead. Think that we should consider that when we lose privacy, we lose agency, we lose liberty itself, because we no longer feel free to express what we think. There's this myth of the passive surveillance machine, but actually what is surveillance except control? If I say I have nothing to hide, I'm going to come back to that because I have people in my network right now that will actually say that knowing full well what they say. Then where does it end? Because if you say in terms of electronic communications, I have no reasonable expectation of privacy, then where do I have an expectation of privacy? Arguing that you don't care about privacy because you have nothing to hide is no different than saying that you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. Saying that you don't care about a right because you're not using it personally is the most antisocial thing you can possibly say. What it's saying is that I don't care about other people. The power of the state through instruments like surveillance ultimately turn against the people. And it's not far removed, right? It's not far removed to take that kind of power and now establish something that's clearly undemocratic. People in Germany who have experience with totalitarian states like the Stasi and the Gestapo and SS, they have living memory of what it means to have that kind of information in a central repository for central government to use. Wolfgang Schmidt was looking at the NSA. He's a former lieutenant colonel in the East German Stasi. So he was looking at the NSA surveillance program, and he said, to us, meaning the Stasi, this would have been a dream come true. Vous avez peut-être déjà entendu parler du scandale qui planait autour de Facebook il y a quelques années. On va faire vite. En gros, un lanceur d'alerte autre que Snowden, appelé Christopher Wylie, a révélé qu'une firme d'analyse de données, Cambridge Analytica, a recueilli les données de 50 millions d'utilisateurs Facebook avant 2014. 50 millions. Alors globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'un chercheur d'université a fait passer à plusieurs personnes un test du genre « Quel personnage d'Harry Potter es-tu » L'application te demandait si elle pouvait recueillir tes informations personnelles. Je ne vais pas les réexpliquer car tu les as évidemment déjà lues et qu'ils sont sensiblement les mêmes que les métadonnées collectées par la NSA. Sauf que là, c'est différent. En réalité, seulement 270 000 personnes ont réalisé le test du chercheur de l'université appelé Kogan. Les 49 730 000 autres profils épluchés par le chercheur n'ont jamais participé au test. Comment est-ce que possible que, sans même s'être connecté à une appli, sans même avoir ouvert une page, sans même avoir accepté quoi que ce soit, ces données soient recueillies? Christopher Wylie a révélé que l'application ne se contentait pas de recueillir les données des utilisateurs de l'appli, mais aussi de leurs amis. Sachant que le nombre d'amis moyen aux États-Unis est de 338 et que 270 000 personnes ont effectué le test, il ne fallait que 185 amis en moyenne pour atteindre les 50 millions de profils. La machine se lance facilement. Mais est-ce que c'est légal? Si ce n'est pas légal, en tout cas c'est autorisé par Facebook avant 2014, moment où le test faisait sa récolte. La date est importante. En revanche, là où Kogan est allé à l'encontre du règlement Facebook, c'est en partageant toutes les données avec la société Cambridge Analytica. Mais avant de poursuivre, je sais exactement quelles réactions vont avoir la plupart d'entre vous. Ils peuvent prendre mes données, je n'ai rien à cacher. Je vous arrête tout de suite, vous n'avez surtout rien à montrer. Si vous mettez des rideaux à vos fenêtres, si vous n'acceptez pas que n'importe qui rentre chez vous pour fouiller les tiroirs, ça vous paraît peut-être dérisoire, mais pourtant ce que vous partagez consciemment ou non sur Internet est d'une toute autre importance. Facebook possède vos photos, vidéos, il connaît votre humeur, vos avis, vos amis, votre famille, votre adresse, votre marque préférée, la musique que vous écoutez, les événements auxquels vous assistez, ceux que vous déclinez, votre orientation sexuelle, politique, religieuse, vos citations favorites, tout ce qui fait de vous, vous. Pris indépendamment, ces données peuvent paraître futiles, mais rien n'utilise vous dresser un portrait autant robotisé que catégorisé de la personne que vous êtes. Par contre, le lanceur d'alerte avance une toute autre date, août 2016, et il affirme qu'ils ont eu connaissance de l'affaire 2 ans plus tôt et qu'ils n'ont rien fait pour s'assurer de la suppression des données. On a juste demandé de cocher la case d'un formulaire et de le renvoyer. Après tout, ce n'est qu'une erreur d'un réseau sur lequel on partage des photos, on ne doit pas en faire une affaire d'État. Eh bien si, pour 2 raisons. Premièrement, parce que si Facebook en était un, ce serait le premier État dépassant la Chine avec environ 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuellement sous régime d'autocratie. Mais aussi de façon plus concrète, l'affaire Cambridge Analytica révèle qu'une telle base de données pourrait influencer les populations des États, cette fois-ci reconnue par l'ONU. Je vais essayer de faire simple. Vous avez sans doute déjà remarqué qu'après avoir cherché à acheter un certain produit, les publicités vous proposent ensuite d'autres produits du même genre. C'est de la publicité ciblée, elle est faite en sorte pour vous satisfaire, pour vous proposer quelque chose en rapport avec vos intérêts et vous pousse à l'achat. C'est aussi de la manipulation.
faites sans doute partie des gens qui ont été choqués en voyant le nom de Donald Trump s'afficher au résultat des élections présidentielles en 2016. Et c'est normal parce que dans votre bulle sur Facebook, Twitter, partout, vous n'avez vu quasiment que des gens comme vous. Des gens qui détestent Trump, qui le crient haut et fort. Vous étiez pourtant sur la même plateforme que 46,1% des Américains qui ont voté pour lui. Mais vous ne les avez pas vus. Vous les avez pas vus car ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Ils ne suivent pas les mêmes comptes, les mêmes pages, ne vont pas aux mêmes événements. Vous n'avez pas d'amis en commun. Pour résumer, absolument toute votre existence est différente. Vous n'avez pas les mêmes métadonnées. Celles qui gardent vos statuts, photos, messages, vos likes, vos ex, petits amis, numéros de téléphone, vos adresses, vos emplois, tout ce qui vous concerne et ne concerne plus. Plus récemment, Facebook a encore une fois fait partie des scandales dans le monde des données personnelles lorsqu'un groupe de hackers a fait fuiter les numéros de téléphone ainsi que les adresses courriels de plus de 50 millions d'utilisateurs. Mais cette surveillance ne se limite pas qu'à Facebook, elle s'applique pratiquement à toutes les compagnies technologiques comme Google, Apple, Microsoft, Amazon et on va y revenir Facebook. Ces corporations portent souvent le nom de GAFAM. Par exemple, la compagnie Alphabet, société mère de Google, procède à une surveillance qui, selon la croyance populaire, ne se limite pas qu'à vos recherches et à toutes vos actions que vous faites sur leurs services, comme Gmail, YouTube, Google Drive, Google Home, Android, etc. En réalité, leur pouvoir s'étend encore plus loin que ça. Par exemple, avec Google Analytics, il s'agit d'un service gratuit qui permet à n'importe quel site web d'analyser l'activité de son site pour l'optimiser. Mais la manipulation de Google s'étend encore plus loin que cela, puisque lorsque le site web utilise Google Analytics, il est automatiquement mis en avant dans l'indexage et apparaît alors dans la première page de recherche. Cela attire donc les plus petits sites web à l'utiliser, et ça va faire agrandir la toile de surveillance déjà bien tissée de Google. Tous ces exemples ne font que égratigner la surface de la surveillance de masse faite par cette compagnie dans le but ultime de pouvoir proposer les meilleures annonces possibles. Pour être honnête, décrire la surveillance complète faite par Google prendrait des heures. Deuxièmement, parlons de la surveillance faite par la plus grosse compagnie dans le monde, avec une valeur de plus de 2 billions de dollars, Apple. Leur collecte de données est assez minimale et la plupart du temps, ils anonymisent leur collecte et cela depuis leur création. Mais récemment, la méga corporation décide de prendre un pas de plus dans le monde de la vie privée en influençant la collecte d'autres compagnies qu'elles-mêmes. Ce pas, il apparaît dans la nouvelle version d'iOS 14.5 avec une nouvelle fonctionnalité appelée App Tracking Transparency. Depuis des années, chaque iPhone a une chaîne secrète de normes à l'intérieur, ça s'appelle l'IDFA, identifiant pour les annonceurs. Il est utilisé pour aider les applications à vous identifier à savoir ce que vous faites sur votre téléphone. Cela permet à différentes applications de différentes compagnies de vous traquer et ainsi de vous proposer de meilleures annonces encore plus personnalisées. Dans la version 14.5, votre iPhone vous demande si vous voulez révéler ce numéro à l'application que vous utilisez. Cette fonction de traquage était très utilisée par les applications comme Facebook. Évidemment, en ce moment, la question qui se pose est sur la légitimité d'Apple de couper la principale source de revenus de leurs compétiteurs directs. Cette question amène de fortes tensions entre Apple et ses compétiteurs, particulièrement avec Facebook. D'ailleurs, Facebook a récemment menacé Apple de faire payer ses utilisateurs utilisant un appareil sous iOS. Pour finir, lorsque vous naviguez sur le web prochainement, demandez-vous toujours comment une app peut faire de son argent. Parce que quand quelque chose est gratuit, alors vous êtes probablement le produit. Si le discours que je viens de faire revient un peu à traiter Facebook et la NSA comme des braqueurs de banque, c'est parce que le savoir est une arme. Si les données déterminent ce que nous sommes, elles ont aussi un tout autre rôle. Selon le slogan de Cambridge Analytica, Data drives all we do. Les données sont le moteur de tout ce que nous faisons. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si nous prenons aucune précaution, notre vie privée est à vendre au plus offrant, et que quelqu'un se trouvant dans les bureaux d'une des 16 différentes agences de renseignement américaines peut vous écouter, regarder, analyser toute votre vie sans avoir besoin d'un mandat de surveillance. La différence entre la surveillance que fait les GAFAM et celle de la NSA est bien simple. La NSA bénéficie de la surveillance de ses compagnies. D'un côté, nous avons une arme dans les mains d'un gouvernement qui peut s'en servir contre la population, et de l'autre, nous avons des corporations qui peuvent influencer votre manière d'être et vos choix. Dans les deux cas, notre vie privée disparaît. Dans cet extrait de la série The House of Cards, nous pouvons apercevoir le président des États-Unis, Frank Underwood, parler de la stratégie de son adversaire républicain Conway, qui possède Google et qui utilise son moteur de recherche pour influencer quelques votes en sa faveur. On peut alors comprendre que le président Underwood a un plan pour faire pencher l'élection de son côté. Imagine a duel, me and Conway. Now, Conway has a powerful gun, a search engine, and it's powerful because with it, he can tell what you think, what you want, where you are, and who you are. He can turn all those searches into votes, and that's enough bullets to kill my chances of winning. But I have an even bigger gun. It's called the NSA. It's one of the perks of being president. That is, if the courts allow my surveillance request. Imagine the men hanging on these walls wish they'd had a gun like that available to them. Your phone, the phone of the person sitting next to you, your neighbor's phone, and everyone you know, and the 300 million Americans you don't know. I can see you, and I can use what I see to rig this election. Now, of course, a weapon like that, well,
you can imagine how risky it is. Oh, it might have even given pause an old crook like him. I mean, they roasted him on the spit for tapping into a few rooms at the Watergate. I'm talking about tapping into every single home in America. Mais comment se protéger contre cette surveillance? Eh bien, premièrement, se protéger au complet est extrêmement compliqué et demande de grands sacrifices comme utiliser un VPN et des réseaux proxy, rendant la navigation sur Internet très peu viable. Par contre, il est possible de limiter cette surveillance et de pouvoir continuer à bien vivre sur le web. Par exemple, en utilisant le logiciel de navigation web Firefox alimenté par la compagnie Mozilla, qui est un organisme à but non lucratif et qui milite pour la liberté sur le web et la non-surveillance de celui-ci. Ce logiciel embarque déjà des outils vous protégeant en partie contre la majorité du traçage des compagnies. Vous pouvez aussi décider de changer votre chercheur web en passant de Google vers DuckDuckGo, qui est une compagnie qui, tout comme Mozilla, milite pour votre vie privée. Vous pouvez aussi utiliser des extensions web qui augmentent votre capacité de protection contre les méga-corporations. Pour en nommer seulement quelques-uns, il y a Privacy Badger, Privacy Possum, Disconnect, HTTPS Everywhere, ou encore tout simplement un bloqueur de publicité. On peut aussi recommander l'utilisation de logiciels open source, en plus de déconseiller l'utilisation des sign-in with. Si vous voulez vraiment vous défendre contre ces grandes corporations, alors il faut faire vos propres recherches et trouver les meilleurs outils qui vont s'adapter à vous. Par contre, cette protection s'applique seulement à la surveillance faite par les compagnies, mais très peu à celle faite par la NSA. Puisque la NSA surveille les bases de données de tous les services informatiques américains, la protection contre la NSA peut être plus compliquée et parfois ne vaut pas le coup. Pour finir, la vie privée est une liberté fondamentale, son inverse est un moyen de contrôle précif. Internet était lors de sa création un milieu de partage et de liberté. Aujourd'hui, à l'heure où on s'offusque de la censure dans les médias, on devrait plutôt se poser la question sur la censure qu'on s'applique à nous-mêmes avec l'aide d'un État. Aujourd'hui, on peut affirmer que peu importe le type de surveillance, Internet est mort et notre liberté avec.